Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié aux annonces qui ont été faites lors de DockerCon San Francisco 2018. Je suis Benoît Guilin, je suis responsable marketing de Docker pour l'Europe du Sud et je suis accompagné de Stéphane Voilez qui est Technical Sales Lead Europe du Sud chez Docker. Bonjour à Vous, tous. pou- vous pouvez utiliser donc les fenêtres qui sont sur la droite pour poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de la session. Après le webinaire, nous vous enverrons à tous un email de suivi avec un lien pour accéder à la version enregistrée et l'accès à la présentation également. Donc, au programme de ce webinaire, je vais vous donner un rapide aperçu de Docker, puis Stéphane présentera les principales caractéristiques de notre plateforme de containers Docker, avant de détailler les annonces qui ont été faites à DockerCon. Donc, Docker, en quelques mots, a été créé il y a 5 ans par un Français, Solomon Ice. C'est la plateforme de conteneurs la plus populaire et la plus utilisée. Donc Docker, ça intègre des logiciels dans des unités normalisées qu'on appelle conteneurs, qui vont rassembler tous les éléments nécessaires au fonctionnement des applications, les bibliothèques, les outils système, le code, l'environnement d'exécution. Ce qui permet avec Docker de facilement déployer, dimensionner vos applications dans n'importe quel environnement, avec l'assurance que votre code va s'exécuter correctement. Donc, les conteneurs Docker offrent une très grande flexibilité pour créer, déployer, copier, déplacer vos applications dans vos différents environnements. C'est une technologie open source qui dispose d'une très importante communauté d'utilisateurs dans le monde, cette communauté qui va contribuer à l'amélioration continue de la techno. Donc Docker, c'est aussi une entreprise qui commercialise une offre Docker Enterprise Edition, qui est en fait une plateforme de conteneurs as a service qui va permettre de répondre aux problématiques de migration d'applications existantes vers des architectures en containers et qui va constituer une solution de référence pour piloter ensuite toutes vos infrastructures dockerisées, qu'elles soient hébergées sur des codes publics ou privés. Donc simplement, Docker, en quelques chiffres, en parallèle à la création de Docker, un portail d'échange d'images de conteneurs Docker a été créé en 2014 et enregistre depuis son ouverture pas moins de 50 milliards de téléchargements ou de pools en langage technique. Il y a plus de 3,5 millions d'applications qui ont été dockerisées d'ores et déjà. Et le Gartner prévoit d'ici 2020 que plus de la moitié des entreprises dans le monde opéreront des containers en production. Donc voilà, rapidement, c'était une brève introduction. Vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site. Je vais passer la main à Stéphane qui va donc revenir sur les annonces et sur les piliers de l'édition, de Enterprise Edition. À toi Stéphane. Merci Benoît. Ouais, on va commencer par revoir un petit peu les piliers de l'édition Enterprise. Rappeler aussi quelques noms de clients qui ont participé à DockerCon. Quand je dis participer, c'est témoigner à DockerCon. Et puis après, comme vous l'attendez tous, on va passer aux annonces qui ont été faites à DockerCon. Donc, si on commence par ces piliers, juste des rappels sur la manière dont on développe et dont on construit Docker Enterprise autour de ces trois grands piliers que sont le choix, l'agilité et la sécurité. Et les versions subséquentes de tout ce qu'on va faire dans Docker Enterprise vraiment mettent en avant, vous allez le voir, ces piliers-là. Le choix, c'est le choix dans l'infrastructure sur laquelle je vais installer mon environnement de container. Ça va être le choix soit du cloud public, soit du cloud privé, soit d'un environnement hybride avec du public et du privé. Vous pouvez choisir la plateforme de cloud public que vous souhaitez utiliser. En ce qui concerne les environnements de cloud privé, on dispose tous de plusieurs types d'infrastructures d'operating system, par exemple. Et donc, à nouveau, là, vous avez le choix. Vous avez le choix du type d'operating system que vous voulez utiliser sous vos containers, Linux et Windows. Côté Linux, plusieurs distributions sont disponibles pour l'installation de la plateforme. Il faut bien évidemment que ce soit des distributions qui soient supportées par des éditeurs. Je vous invite à consulter le site internet de Docker pour avoir le détail de toutes les versions qui sont supportées. On vous donne le choix aussi sur l'orchestrateur. Vous savez que l'année dernière, on a eu pas mal de débats autour de l'orchestrateur. Depuis le début de cette année, maintenant, on fait de la production à la fois sur Kubernetes et sur Swarm. Et la plateforme Docker Enterprise vous laisse le choix
à tout moment d'utiliser les deux orchestrateurs. Aujourd'hui, le sujet n'est pas de discuter du choix d'un orchestrateur. On y reviendra sans doute dans un autre séminaire. Mais sachez que dans Docker Enterprise, vous avez les deux qui fonctionnent simultanément et vous pouvez configurer votre plateforme soit pour l'un, soit pour l'autre, soit dans un modèle hybride. L'agilité aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement importante dans la construction de nos solutions. L'agilité à la fois sur le modèle de déploiement que je vais utiliser et sur l'intégration de ma plateforme avec mon environnement existant, avec mes processus existants. Docker Enterprise est connu pour être facilement intégrable dans des environnements d'intégration continue, dans des environnements de supervision, dans des environnements d'alerting existants chez nos clients. Et puis l'un des points forts, si ce n'est le point fort important de la plateforme Docker Enterprise, c'est la sécurité. C'est là-dessus que Docker a travaillé énormément depuis le début de la création de Docker Enterprise, pour une raison qui est relativement simple. Hein, si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait tous encore des doutes sur la sécurité des containers. Hein. Et donc, grâce aux efforts de tous les intervenants autour des containers, en particulier de Docker avec sa plateforme Enterprise, aujourd'hui, je crois que la sécurité des containers est plus à remettre en cause. On est aussi sécurisé qu'une plateforme de virtualisation, si ce n'est plus sécurisé dans le cas d'usage de containers sur une plateforme de virtualisation. Donc, dans Docker Enterprise, vous avez différents aspects de sécurité, à la fois sécurité opérationnelle, avec des capacités d'isolation d'environnement applicatif qui vont aller jusqu'à de l'isolation physique de certains nœuds au sein d'un cluster. Et puis, sécurité du contenu aussi, avec un contrôle des images, à la fois au niveau de la registry, avec des tests de vulnérabilité, des protections de certaines images pour la production. Et puis aussi, contrôle de ces images en exécution. C'est un terme que vous connaissez sans doute chez Docker, qui s'appelle le Content Trust, qui permet de s'assurer que ce qui s'exécute en production a bien été validé par les différentes personnes qui devraient valider ces containers pour exécution. En ce qui concerne la plateforme en elle-même, on voit ici les services sous-jacents sur lesquels on peut s'exécuter. Au-dessus, les différents workloads qui peuvent s'exécuter sur la plateforme. On connaît très bien les deux cases de gauche avec les applications dites traditionnelles que je vais migrer dans du container. Et puis toutes les applications microservices qui sont le type d'architecture applicative qui ont été mises en avant avec les containers. Aujourd'hui, nous, chez Docker, on voit de plus en plus d'usages complémentaires à ces deux premiers services. Pas mal d'initiatives autour de ce qu'on appelle l'edge computing, la capacité d'exécuter des containers, pas seulement sur mon site central, mais aussi sur des sites distants, sur des environnements un peu plus isolés que le site central, tout en maintenant toutes les caractéristiques en termes de sécurité et d'exploitabilité que je vous mentionnais tout à l'heure. Beaucoup d'implémentations de logiciels de tiers parties sur la plateforme dans un environnement supporté par l'éditeur du logiciel tiers. On a aussi beaucoup d'initiatives autour de l'intelligence artificielle et de machine learning, en particulier sur ces environnements de machine learning où on a énormément de dry tests sur pas mal de modèles de machine learning. L'usage de plateformes de containers est très adapté à ce type d'environnement. Blockchain dans un certain nombre d'environnements, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et de plus en plus de serverless, je crois que c'est un terme qui est très à la mode en ce moment. On se dirige tous vers ce type de modèle de programmation. On est en train de dépasser ce qu'on appelle encore aujourd'hui la plateforme de service pour aller vers ce type d'architecture. Je crois qu'on a encore tous besoin de travailler un peu sur la maturité de ces environnements serverless, mais ça arrive petit à petit. Je pense qu'il faudra s'attendre à des évolutions des plateformes de containers vers ce type d'environnement. Si on parle des clients qui étaient à DockerCon, on a eu quand même beaucoup de clients qui ont témoigné, en particulier les clients français. Je vous invite à consulter et à regarder la conférence de la Société Générale qui aujourd'hui cette année à DockerCon US, a fait un retour d'expérience particulièrement intéressant sur 2 ans d'exploitation
de plateformes de containers sur Docker Enterprise, avec pas mal de conseils sur ce qu'il faut mettre en œuvre en termes d'exploitabilité d'une plateforme de containers pour faire de la production à l'échelle. Ça a été très très bien accueilli et c'est l'une des conférences qui a reporté le plus de succès. Donc ça vaut le coup, de la consulter. Vous voyez aussi sur l'écran pas mal d'autres clients qui se servent de la plateforme pour différents environnements et qui étaient là à DockerCon pour témoigner. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur ces retours d'expérience. Je vous invite vraiment à consulter la chaîne DockerCon YouTube qui est disponible et qui vous permettra de regarder toutes ces sessions-là. On va passer aux annonces majeures qui ont été faites à cette conférence Docker à San Francisco, avec deux thèmes majeurs et des informations complémentaires sur d'autres environnements. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que Docker s'engage vers le management d'applications dans des environnements hybrides, la capacité de prendre en charge plusieurs clusters Docker pour une exploitation centralisée de tous ces environnements. On continue à travailler de manière très forte avec Microsoft sur le déploiement de containers sur plateforme Windows. Ça fait déjà un petit moment qu'on travaille avec eux dans cet environnement-là. Mais vous allez voir que on continue à améliorer l'intégration de containers sur plateforme Windows Server et les choses vont évoluer petit à petit au cours de cette année-là. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, parlé, échangé avec nos utilisateurs originels, les développeurs. Et aujourd'hui, à DockerCon 2018 San Francisco, on a eu une annonce très intéressante pour ce monde développeur. On va revenir sur cette partie-là. Commencer d'abord par le premier thème, qui est la fédération de containers ou d'environnement d'exécution de containers. Un projet que vous allez retrouver avec son nom officiel, Federated Application Manager, ou FAM. Si vous croisez des personnes de Docker, peut-être que vous entendrez le nom Project Armada, c'est le nom de code de ce projet-là. En fait, si on réfléchit à ce projet-là, moi j'aime bien faire un parallèle avec le Seigneur des Anneaux et le fameux anneau de pouvoir. Vous savez, c'est celui qui permet de les contrôler tous. Et là, on est vraiment dans cette image-là avec Federated Access Management. Donc, si je reprends la plateforme Docker, l'existence qu'on sait faire aujourd'hui, avec tous les types d'infrastructures sur lesquelles on peut se déployer, et puis les différentes fonctions de Docker Enterprise aujourd'hui, on est dans un monde avec un seul cluster managé par la plateforme d'opération de Docker Enterprise, UCP. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de clients pour aller au-delà d'un seul cluster managé par Docker Enterprise, pour plein de raisons différentes. L'avènement des cloud providers publics est déjà fait depuis pas mal d'années. Et beaucoup d'entre vous utilisez déjà ces cloud providers de plus en plus pour différents cas d'usage. On retrouve sur le slide Azure, Amazon et GCP qui sont les cloud providers principaux, mais il en existe plein d'autres. Et le type d'usage que vous en faites est assez varié. Bien évidemment, l'usage principal, c'est le dev et le test. Pourquoi est-ce que je vais utiliser des ressources internes de mon infrastructure privative, monopoliser ces ressources-là pour faire des devs et des tests, alors que sur le cloud public, je vais pouvoir utiliser ces ressources du cloud public pour faire ces devs et ces tests. Et lorsque mes tests sont terminés pour une intégration applicative, je peux tout à fait arrêter mes serveurs et arrêter la facturation. Donc, le cloud public est un environnement idéal pour faire ces devs et ces tests. Et je vais pouvoir l'utiliser pour ces environnements non productifs et garder ma production chez moi on-prem. Mais au-delà de cet usage classique, il y a plein d'autres usages de ces plateformes de services. Le cloud busting en est un, la capacité d'étendre mon cloud privé sur du cloud public. Il y a quelques techniques d'adressage réseau qu'il faut mettre en œuvre pour ce type de technologie-là, mais globalement, on sait de plus en plus faire ce type d'environnement.
Et puis, il y a de plus en plus d'entre vous qui désirez se déployer sur différentes plaques géographiques, hein, aller ouvrir des services en Asie, aller ouvrir des services en Amérique latine. Et donc, à nouveau, l'investissement à consentir pour déployer une plateforme on-prem dans ces environnements, il est considérable, alors qu'en utilisant du cloud public, je vais pouvoir très facilement ouvrir un service. Donc vous le voyez, hein, je ne vais pas citer tous les autres cas d'usage, mais vous voyez qu'il y a plein d'usages, plein de cas d'utilisation qui me donnent envie d'utiliser ce cloud public. Et autant la technologie de container est capable de fonctionner sur tous ces environnements-là. Je vais pouvoir porter un container on-prem sur le cloud public, sur différents environnements et le réexécuter sur différents environnements sans aucun problème. Autant le management de ces différentes plateformes est loin d'être homogène sur l'ensemble de ces environnements-là. C'est-à-dire que on-prem, bah, je vais avoir le choix que je vais faire de ma plateforme de container. Ça va être par exemple Docker Enterprise avec son environnement opérationnel, UCP pour contrôler le cluster, la sécurité, le contrôle d'accès. Autant, si je veux pouvoir profiter pleinement des clouds publics, hein, je vais essayer de souscrire hein, aux offres de plateformes de services. Sur Azure, hein, je vais utiliser Azure Container Service ou AKS pour la partie Kubernetes. Je vais utiliser chez Amazon son équivalent EKS qui va me permettre de construire, de générer extrêmement facilement un cluster Kubernetes sur Amazon. Et sur GCP, si je prends un troisième exemple, je vais aller dans GKE qui fait exactement la même chose. Donc l'inconvénient en fait de l'usage de ces différentes plateformes, c'est que le management, la console opérationnelle, les systèmes qui me permettent de sécuriser ces différents environnements sont propriétaires de chacun des environnements. Si je prends deux exemples relativement simples avec Azure et Amazon, sur Azure, si je veux pouvoir générer un cluster sur AKS et sécuriser l'accès à ce cluster-là, je vais être obligé d'utiliser les systèmes de sécurité d'Azure. Donc, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Je vais déclarer mes utilisateurs administrateurs du cluster dans Azure Active Directory et ça marchera très bien, ça sera même super efficace. En revanche, si je veux pouvoir migrer mon application sur Amazon pour telle ou telle raison, parce que je sais pas, mon application, finalement, j'ai envie d'utiliser un des services qui est fourni par Amazon et qui n'est pas fourni de la même manière sur Azure, si je migre mon application sur EKS, l'application en elle-même va migrer relativement facilement. En revanche, le management va nécessiter des efforts pour être adapté. Pourquoi? Parce que sur EKS, il n'y a pas d'Azure Active Directory. La gestion de la sécurité du contrôle d'accès se fait via Amazon IAM. Et voilà, il faut que je m'habitue à une autre console, à un autre environnement. Donc, l'objectif de Federated Application Management, l'annonce qui a été faite à DockerCon, c'est de résoudre ce problème d'hybridation multi-environnement et de permettre à un environnement Docker Enterprise, donc à un UCP DTR, de prendre le contrôle de clusters Kubernetes déployés sur différents environnements et de gérer opérationnellement parlant ces clusters de la même manière, avec la même interface d'administration, avec la même sécurité, les mêmes groupes d'utilisateurs, les mêmes images, les mêmes contraintes, enfin, environnement, les mêmes niveaux de sécurité en termes de contrôle des images que ce que je peux connaître dans Docker Enterprise. Et le faire, si je déploie dans de l'infrastructure as a service sur ces différents environnements, et aussi si je déploie dans mes différents clusters, dans des environnements de passe sur ces différents environnements. Donc, ce que vous allez, en gros, en d'autres termes, ce que vous allez pouvoir faire, c'est générer un cluster Kubernetes sur Azure dans AKS, générer un autre cluster Kubernetes sur Amazon dans EKS, et ensuite, avec votre console Docker Enterprise, déployer un ensemble d'agents sur ce cluster AKS, sur ce cluster EKS, comme vous l'avez fait sur votre cluster on-prem
Docker Enterprise et prendre le contrôle de ces clusters avec Docker Enterprise pour pouvoir appliquer toute la sécurité, le contrôle d'accès et les procédures opérationnelles que vous connaissez avec Docker Enterprise. Et on va apporter des fonctionnalités complémentaires à cette prise de contrôle, comme la capacité de migrer une application d'un environnement à l'autre grâce à cette nouvelle fonctionnalité Federated Application Manager. Vous allez avoir une sorte de catalogue d'applications qui va vous permettre de déployer une application sur l'ensemble, sur un ou plusieurs clusters contrôlés par Docker Enterprise. À nouveau, que le cluster soit on-prem sur différents clusters, sur différents environnements on-prem ou sur le cloud, et aussi migrer un cluster d'un environnement à l'autre, c'est-à-dire imaginons que j'ai un cluster qui a été, une application qui a été déployée sur un cluster AKS sur Azure. Je veux rapatrier mon application on-prem chez moi. Vous allez pouvoir sélectionner l'application et vous allez avoir un bouton Move qui va apparaître, sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir migrer votre application et choisir un autre environnement contrôlé par Docker Enterprise pour migrer l'application. Une autre fonction qui va être apportée par Federated Application Manager, c'est la capacité d'assembler plusieurs clusters sur différents endroits pour avoir un même service et construire une sorte de disaster recovery avec un même service, donc une même application répondant à une même URL pourra être déployée par Docker Enterprise sur plusieurs clusters simultanément et l'autre balancé sur l'ensemble de ces clusters-là. Voilà. Donc toute cette partie a été montrée à DockerCon. Il existe une vidéo sur YouTube pour la plénière de la première journée de DockerCon. Je vous invite à consulter cette vidéo pour pouvoir voir les démonstrations qui ont été faites. Voilà, donc c'est assez ambitieux, très intéressant, attendu par beaucoup de monde. C'est un pas en avant vers la gestion multicluster. On est aujourd'hui dans un modèle pré-bêta. La bêta de cette fonction-là devrait arriver dans la deuxième partie 2018 pour une GA première partie 2019. Donc, je vous invite aussi à consulter le site betadocker.com pour pouvoir vous inscrire à cette bêta pour commencer à tester cette fonctionnalité-là. Voilà, donc une grosse annonce. Une deuxième annonce qui a été faite à DockerCon, c'est le support de Windows sur la plateforme Docker Enterprise pour Kubernetes. Vous savez tous que la plateforme Windows Server est supportée dans Docker Enterprise pour Swarm déjà depuis presque 2 ans maintenant, quasiment, avec une production à l'échelle depuis presque 1 an maintenant. Ce qui a été démontré à DockerCon, c'est d'abord le fait que Docker est aujourd'hui officiellement certifié Kubernetes pour tout déploiement Kubernetes, donc la partie Docker Enterprise et puis nos environnements de développement aussi Docker for Mac et Docker for Windows. Et ce qui a été montré à DockerCon, c'est un cluster Docker Enterprise capable de déployer une application sur une base Windows Server en utilisant Kubernetes. C'est une démonstration qui a été faite, sachant qu'on attend toujours la prochaine version de Windows Server qui sera délivrée par Microsoft au début de la deuxième partie, on va dire après l'été, pour pouvoir sortir une GA officielle de l'ensemble de ces environnements-là. On est prêt, on a encore quelques réglages à faire avec Microsoft, mais la démonstration avait vraiment pour objectif de montrer que on était prêt à faire de la production Kubernetes sur nos clusters. Sachant que quand on parle de production, on parle d'une application Windows pure, donc du Windows Server une application déployée sur du Windows Server. On parle bien évidemment aussi de capacité d'hybridation. Donc si vous avez des développeurs .NET qui veulent continuer à déployer du .NET et que vous faites du back-end MySQL sur du Linux, c'est possible. Si vous voulez faire l'inverse, c'est pas des développeurs PHP qui déploient sur du Linux avec un back-end SQL Server, ça fonctionnera aussi très bien.
et on pourra déployer l'ensemble de ces cas d'usage avec Docker dans du Kubernetes. Une dernière annonce importante qui a été faite à la DockerCon, c'est une fonction qui s'appelle Docker Application Designer. Comme je vous l'ai dit en préambule, il s'agit de s'adresser aux développeurs. Et donc, ce projet a aussi un petit nom de code, projet Baguette, qui doit vous laisser penser qu'en fait, ce projet est bien français. Et en effet, il a été développé, il continue à être développé par l'équipe d'engineering Docker à Paris. Et il porte bien son nom, en fait. Si on prend à nouveau une image de ce projet Baguette, on se retrouve bien à la boulangerie. C'est-à-dire que imaginez que vous voulez acheter du bon pain, vous pouvez soit vous le faire vous-même, soit aller directement à la boulangerie pour avoir très rapidement un pain. Et à la boulangerie, vous avez en plus le choix. Il y a plein de goûts différents, plein de formes différentes. Vous arrivez à la boulangerie, vous choisissez le pain que vous voulez acheter, vous l'achetez, vous l'avez, hop, c'est prêt, il n'y a plus qu'à consommer. Et donc, ce principe-là, c'est celui qu'on est en train d'appliquer aux fonctionnalités Docker pour les développeurs. Et en fait, le principe et la problématique qu'on règle avec ce projet Docker est la suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Docker for Mac et Docker for Windows sont des outils pour les développeurs pour pouvoir accéder à la technologie de container qui sont utilisés par des centaines de milliers, plus d'un million de développeurs aujourd'hui utilisent Docker depuis le début de cette année sur la partie Kubernetes. Et aujourd'hui, on a des millions et des millions d'utilisateurs si on totalise la totalité des utilisateurs Docker for Mac et Docker for Windows. Et donc, aujourd'hui, la plupart de ces utilisateurs-là, c'est des gens qui savent faire du Docker. En revanche, il existe plein d'outils, plein de développeurs qui sont principalement des développeurs entreprises qui doivent continuer à supporter des applications existantes. Et ces développeurs-là, c'est des développeurs qui n'ont pas forcément de grandes connaissances Docker, de containers, à qui la technologie peut faire peut-être un peu peur parce que je n'ai pas l'habitude de packager mes applications dans ces environnements-là. Et c'est à ces développeurs-là qu'on voudrait s'adresser avec ce projet d'application designer. Et l'objectif d'application designer, c'est d'ajouter à Docker for Mac et Docker for Windows un assistant de création d'applications qui permettent à des développeurs, donc vous qui connaissez déjà peut-être la technologie Docker et qui vouliez accélérer la mise en œuvre d'un projet, avoir un projet ultra rapidement de près, et vous aussi, les développeurs qui connaissaient pas encore très bien les containers et qui souhaitaient quand même utiliser cette technologie-là pour packager vos applications et continuer à développer dans votre langage favori. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Docker for Mac et Docker for Windows vont bientôt disposer d'un assistant graphique qui va vous permettre de construire automatiquement, facilement, graphiquement, un template applicatif à partir des différents éléments que vous voulez mettre dans votre application et générer pour vous automatiquement tout le squelette de code, y compris toute la partie container, la création des différents Dockerfiles, l'assemblage des containers pour créer votre application, de manière à ce que vous puissiez commencer à développer dans le langage de votre choix sans avoir à écrire une seule ligne de code pour Docker, en fait, sans avoir à connaître un seul concept Docker. Donc, ce que je vous propose, plutôt que vous parler en fait sur une présentation, c'est de vous faire une démo de ces environnements-là. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, il est déjà 11h29, faut qu'on garde un petit peu de temps pour parler et répondre à toutes vos questions. Donc, il y a deux possibilités pour faire cette démo. C'est soit de vous montrer une application .NET, soit vous montrer une application, je sais pas, je vais prendre du Rails par exemple. Et je crois qu'on peut faire le choix. Donc, je vous invite à cliquer en fait sur le choix là qui vient d'arriver. Est-ce qu'on fait la démo .NET ou est-ce qu'on fait la démo Rails? Alors le vote est en cours. Donc c'est toi qui va On me donner le type se de dirige sur démonstration. ok, une majorité assez importante sur Rails. Ok, on est parti. Donc vous voyez toujours mon écran, j'imagine.
Oui. Parfait. Donc ici, donc j'ai sur mon Mac, j'ai Docker for Mac d'installer. Donc ça se caractérise par ces petites icônes hein, qui se trouvent dans ma barre en haut. Et donc le menu qui apparaît que vous connaissez bien si vous avez l'habitude d'utiliser Docker for Mac. Et donc lorsque vous aurez Application Designer, hein, vous allez voir une nouvelle entrée dans ce menu qui s'appelle Design New Application. Si vous cliquez en fait sur cette fenêtre de Design New Application, vous avez l'assistant graphique hein, de l'Application Designer qui va apparaître hein, et qui va vous permettre de choisir soit entre un template préexistant, soit entre une application custom que vous allez pouvoir construire vous-même. Donc, si on clique sur Choose a Template, on va vous proposer un certain nombre de templates préexistants, préconfigurés, dans lequel vous allez pouvoir choisir. Et donc, ça va vous construire automatiquement l'application en fonction du template que vous avez choisi. Donc, ça, c'est une possibilité. Là, on a commencé à ajouter quelques templates. Il y en a d'autres qui vont arriver petit à petit sur cette galerie. Ce que vous devez savoir, en fait, c'est que cette galerie, elle est totalement customisable. Donc, pour les utilisateurs entreprises qui souhaitent fournir aux développeurs de son entreprise eh ben, une galerie de templates prédéfinie avec les usages de l'entreprise, vous pourrez construire vos propres templates qui vont apparaître à cet endroit dans le designer. L'autre possibilité, c'est de customiser son application soi-même en cliquant sur le bouton Custom Application. Et là, on accède à l'ensemble des composants que je vais pouvoir choisir. Et si je veux faire du Rail, eh ben, je vais avoir à choisir ici le composant Rail dans mon application. Donc, on voit que l'application designer est en train de construire mon application avec ce premier composant applicatif. Un certain nombre de choix me sont proposés. Je vais pouvoir ajouter d'autres services. Il me faut une base de données. On va prendre par exemple Postgre pour la construire. Et voilà, mon application est prête. J'ai plus qu'à demander au designer de m'assembler en fait cette application-là. J'ai un bouton continu qui me permet d'accéder à un panneau où je vais rentrer un certain nombre d'options comme le nom de mon app. Ça va être mon application Rail. Et puis à quel endroit je vais stocker le contenu de mon application. Et derrière, je vais demander à l'application designer de m'assembler cette application-là. Donc c'est ce qu'est en train de faire l'application designer. En assemblant petit à petit les différents composants. Ça va prendre une minute ou deux, hein, le temps de créer l'application Rail. Le temps nécessaire à l'assemblage des différentes applications dépend de plusieurs facteurs. D'abord, du nombre de composants que vous savez sélectionner pour créer votre application. Et puis, ça dépend aussi de la complexité des images à assembler. Ici, avec Rails, hein, on est sur une base un peu complexe à assembler, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Si vous avez Docker for Mac et Docker for Windows, d'abord, sachez que la partie Docker for Windows va disposer aussi de cette fonctionnalité d'Application Designer. Donc, même si aujourd'hui la démonstration se fait sur Mac, l'équivalent existe aussi sur Docker for Windows. Une autre information pour ceux d'entre vous qui sont très pressés d'accéder à cette fonctionnalité-là, même si vous êtes sur Edge, pour le moment, la fonction Application Designer n'est pas encore disponible. On est en train de peaufiner l'assemblage de cette Application Designer. On devrait être assez rapidement, je pense, disponible et prêt pour vous mettre à disposition une première version bêta de cet environnement. Je suis pas certain qu'on aura la disponibilité, qu'on aura ce programme disponible sur le site démo docker.com. Donc, je vous invite vraiment à suivre le fil de Docker for Mac et Docker for Windows en termes de Edge. Voilà, mon application est assemblée. J'ai plus qu'à cliquer sur Run Application. Et donc, comme vous l'avez constaté, je vous ai parlé, mais je n'ai écrit aucune ligne de Docker, rien du tout. Et si vous êtes déjà des experts Docker, vous avez dû voir quelques messages apparaître à l'écran lorsque j'ai demandé au designer de m'exécuter l'application. Et ça ressemble quand même vachement à un Docker build. C'est en effet un Docker build qui a été fait pour construire mon application.
Donc, ce qu'a fait le designer, bah, c'est assembler mon application, c'est un squelette applicatif Rails, et derrière, bah, builder l'application et me la démarrer. Donc, si je regarde un peu ce qui a été exécuté, je fais un Docker en PS, on s'aperçoit que bah, sur mon environnement Docker local, j'ai bah, deux containers, c'est ce que j'avais demandé, un Docker, un container Postgre et un container Rails qui a été déployé. Pour y accéder, bah, c'est en local. Donc, si je fais un local sur le port 8080, normalement, je devrais avoir mon application Rails de disponible. Et en tant que développeur, j'aimerais bien aller modifier ce source-là. Donc, l'application designer ici me propose de m'ouvrir le Finder pour accéder au répertoire sous lequel a été créée mon application. Donc, vous voyez, sans avoir à écrire aucune ligne de code de quoi que ce soit, si je suis un développeur Rails, je peux assembler très facilement une application Rails avec un back-end Postgre qui va être packagé par Docker directement dans un environnement Docker. Voilà, donc ça, c'est la grosse nouveauté de l'application designer. Et c'est quelque chose qui va apparaître très, très rapidement dans Docker for Mac et Docker for Windows. En complément en fait de ce Docker for Mac et Docker for Windows avec ce nouvel application designer, une annonce qui a été faite à la DockerCon concerne la description des applications dans du code. Aujourd'hui, vous connaissez très bien le fichier Compose. C'est un format en fait qui est disponible sur l'engine Docker et qui permet aussi de déployer dans du Swarm. C'est un format qui est simple, qui reste assez facile d'utilisation. Même si on a plusieurs services, on peut s'en servir pour pouvoir décrire cette application. Et ce que vous savez peut-être aussi, c'est que vous pouvez utiliser Compose pour écrire une application Kubernetes et déployer une application dans Kubernetes. Donc, ça veut dire qu'en complément du YAML Kubernetes qui vous permet de décrire très finement et avec beaucoup de détails le déploiement en production d'une application, vous pouvez toujours, avec Docker, écrire du fichier Compose et déployer une stack Compose directement dans un environnement Kubernetes. Et ça a quand même de l'avantage, gardez-le en tête. Pourquoi? Parce que globalement, c'est un format qui me permet d'aller beaucoup plus vite pour décrire une application que la description YAML. Et c'est un format en fait qui me permet de manière très simple d'avoir une description au niveau en fait d'une application. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas utiliser in fine pour un déploiement en production un format YAML natif Kubernetes, mais c'est vrai que pour tout ce qui est dev test ou pour des applications relativement simples, ça peut valoir le coup de rester sur ce format-là. Ça, c'est un message important et Docker travaille en ce moment sur une évolution du format de description applicative côté développeur, hein, qui va permettre de mieux caractériser une application pour pouvoir décrire les templates que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que dans Application Designer, pour lequel je viens de vous faire une démonstration, vous avez vu qu'il y a pas mal de templates et des informations complémentaires qu'on doit décrire pour pouvoir avoir une description complète d'une application. Le format Compose est trop simple pour pouvoir décrire ce type d'application et ce type de template. Le format YAML de Kubernetes, lui, en fait, est trop orienté production et pas assez développeur. Et donc, on travaille chez développeurs, chez Docker, pour les développeurs, sur un nouveau modèle de description qui va nous permettre dans un futur proche de pouvoir déployer plus facilement cette application package que vous avez vu en démo. Et je vous invite à aller sur docker/app pour avoir plus de détails sur cet environnement-là. Voilà, donc en résumé en fait de toutes ces annonces-là, beaucoup d'annonces qui ont été faites à cette DockerCon, notamment ce qui nous avait été demandé par pas mal de clients depuis déjà pas mal de mois, la capacité de prendre le contrôle de cluster Docker, quel que soit l'environnement sur lequel le cluster a été créé, pour pouvoir les gérer de manière homogène avec Docker Enterprise. La démocratisation de l'usage des containers pour les développeurs, faire en sorte que tout développeur qui soit
soit capable d'utiliser des containers, même en ayant des connaissances basiques des containers. On va se diriger de plus en plus vers un support à 100% de la plateforme Windows, y compris au travers de Kubernetes. Et aujourd'hui, voilà, la plateforme Docker Enterprise vous laisse le choix, la capacité de vous déployer où vous le souhaitez, avec l'orchestrateur que vous souhaitez, dans un environnement ultra sécurisé et déjà éprouvé par beaucoup d'utilisateurs. Benoît, je te laisse la main sur la fin de la présentation et sur les nouvelles étapes qui vont arriver côté Docker. Très bien. Alors, on a relancé un petit sondage pour savoir quelles étaient parmi ces annonces celles qui vous semblaient la plus pertinente. Et ensuite, nous avons quelques questions auxquelles nous allons répondre. Je ne sais pas, Stéphane, si tu vois les questions ou si Alors non, Très je bien. ne vois pas, donc Alors, quelques questions. Alors, une question qui revient, c'est est-ce que l'app designer, l'application designer est compatible Linux? L'app Designer est compatible Linux. Alors ah oui, pour la partie Docker sur Linux. Pour le moment, l'App Designer sera déployé via Docker for Mac et Docker for Windows. On a besoin en fait du packaging de Docker for Mac et Docker for Windows. Il ne sera pour le moment disponible que dans ce modèle de packaging. Il n'existera pas en déploiement via la partie Docker Community Edition Linux basique, qui ne livre, elle, que l'engine. Très bien. Alors, nous avons également une autre question sur, une question sur les certifications pour les usagers, les certifications Docker, ou se former sur Docker. Alors, c'est une très très bonne question. Et en effet, hein, il existe plusieurs formations Docker qui vous permettent d'accéder à des certifications diplômantes. Il existe une formation dite fondamentale avec les bases Docker, une formation spécifique pour les développeurs. Comment est-ce que je développe une application prête pour la production avec Docker. Donc là, il ne s'agit pas de bidouiller Docker dans son coin, il s'agit vraiment d'apprendre les concepts et les bonnes pratiques de développement applicatif pour faire de la prod avec du container. On a une formation spécifique pour les opérateurs de plateforme Docker. Comment est-ce que je déploie une plateforme Docker de production et comment est-ce que j'opère cette plateforme Docker. Et on a une formation spécifique sur la sécurité qui est à nouveau un élément très important dans un déploiement de containers en production. Donc, on a une formation spécifique sur cette partie sécurité qui peut être suivie à la fois par les opérationnels et à la fois par les développeurs. Et on a aussi deux certifications diplômantes qui vous permettent d'avoir un vrai niveau officiel Docker. Donc, je vous invite à aller sur le site training.docker.com qui vous permet d'accéder aux liens pour avoir la liste de toutes les sessions pour ces formations et vous inscrire aussi aux certifications. Vous pouvez vous inscrire en France. Il existe plusieurs organismes qui délivrent ces formations en français et vous pouvez aussi bien sûr vous inscrire à la certification en France qui peut se faire soit dans un centre agréé, soit en ligne dans la mesure où vous avez un laptop ou un ordinateur qui soit compatible avec les prérequis pour ce type de certification en ligne. Les deux organismes qui aujourd'hui sont capables de déployer ou de délivrer ces formations sont Triptych et Alterway. Parfait. Je viens de mettre le lien dans la boîte de chat pour accéder à ce Docker Training. Une autre question. Comment utiliser Docker Swarm dans un contexte où on ne possède pas de stockage partagé entre les nœuds du cluster? Des solutions sont-elles prévues côté Docker pour gérer ce cas? Alors, pour ce qui est de Swarm, il existe des plugins qui permettent d'accéder à du stockage partagé. Donc, c'est vrai que le déploiement d'un cluster Swarm n'inclut pas une solution de stockage partagé préinstallée dans la solution. Mais je n'ai pas le choix. Si je déploie dans un cluster,
il faut que je puisse accéder à du stockage partagé distant. Et dans ces cas-là, il existe plusieurs environnements de stockage partagé qui sont à votre disposition en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc, ça peut être des baies de stockage existantes. Les fabricants de bêtes de stockage disposent en général de plugins qui permettent aux engines Docker de se connecter à distance sur les bêtes de stockage. On peut bien sûr utiliser NFS, bien que le protocole ne soit pas particulièrement performant. Vous pouvez aussi utiliser des plugins qui vous permettent de déployer une solution complémentaire de stockage persistant partagé, comme peut l'être par exemple Gluster ou Ceph, et accéder à ces environnements via les plugins que vous installez sur les différentes engines. Côté Kubernetes, vous avez à votre disposition un certain nombre de plugins qu'on appelle des plugins CNI, qui vous permettent d'accéder à une vingtaine de types de stockage différents en fonction de ce que vous avez à votre disposition. J'ai pas cité, mais VMware est aussi un provider de solutions de stockage partagé qu'on utilise beaucoup pour les machines virtuelles et qui s'applique aussi, puisque VMware a développé un plugin pour les containers. Donc, côté Kubernetes, une vingtaine de drivers existent. Côté plugin CNI, je dois vous avouer qu'on a fait pas mal de tests sur ces plugins et qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas forcément prêts pour la production, qui ne disposent pas d'un niveau de qualité suffisant, mais on est en train chez Docker, là, de tester et de secouer pas mal de plugins pour pouvoir délivrer un sous-ensemble de ces plugins-là en étant certain de la qualité que vous avez en termes de gestion de stockage. Donc, vous allez les voir arriver petit à petit dans la partie certification. Merci Stéphane. Oui, effectivement, quelques questions sur l'avenir de Docker Swarm au vu des récentes annonces concernant Kubernetes. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kubernetes est un peu le grand gagnant de la bataille des orchestrateurs. Aujourd'hui, Kubernetes représente 50 à 60% de part de marché en fonction des sondages qui sont effectués par les différents organismes. Swarm reste entre 30 et 40%. On retrouve d'autres orchestrateurs comme celui de Rancher, comme celui de Mesos, qui existent aussi en complément. Mais à peu près tout le monde est en train d'adopter Kubernetes. En ce qui concerne Docker, comme vous l'avez compris, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, les deux orchestrateurs sont présents sur la plateforme et on ne remet pas en cause l'usage ou le support de Swarm. On a des centaines d'utilisateurs qui se servent de Swarm. Et certains d'entre eux ont souhaité continuer à travailler sur Swarm et ne pas faire le choix de migrer sur Kubernetes pour des raisons diverses et variées, comme principalement la simplicité d'usage de description du fichier compose. Donc, l'usage de Swarm n'est pas remis en cause. Après, je ne suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal devant moi. Je ne saurais vous dire si dans 2 ans Swarm va disparaître ou pas. Ça reste aujourd'hui un composant très important de la plateforme Docker Enterprise. On s'en sert pour gérer la plateforme, gérer la disponibilité de la plateforme, gérer la montée en charge de la plateforme. On s'en sert aussi pour déployer facilement les composants de Kubernetes. Rappelez-vous que le déploiement d'une plateforme Docker Enterprise aujourd'hui inclut le déploiement de Kubernetes sans aucune configuration spécifique de Kubernetes. Tout est pris en charge et automatisé par l'installation de la plateforme. Et donc, c'est un peu grâce à Swarm qu'on arrive à faire ça. Donc, en résumé, Swarm est toujours supporté. Je pense qu'il va l'être encore pendant un certain temps. Et j'ai pas de réponse à vous donner pour l'avenir. Je pense qu'il faudra attendre encore quelques mois, peut-être quelques années pour répondre à cette question avec certitude. Parfait, merci Stéphane. Il reste quelques questions auxquelles nous répondons par email. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous recevrez un email de suivi donc avec l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les slides qui ont été présentés. Alors, effectivement, un dernier point sur DockerCon Barcelone, qui est le plus gros événement européen dédié aux containers, qui se tiendra du 3 au 5 décembre. Donc, je vous mets le lien puisque vous allez pouvoir bénéficier de prix Early Bird et vous avez plus d'informations. Et on attend 3000 participants. Il y a plus de 80 orateurs et sponsors qui participeront à l'événement avec 7 tracks sur des sujets différents pour adresser toutes les problématiques. Et donc, au plaisir de vous y retrouver. Merci à tous. Merci Stéphane et merci à tous d'avoir participé. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous.